Et c'est l'heure de la chronique du jour au Liban. Les banques ont rouvert ce matin pour la première fois en 2 semaines. Cela fait 16 semaines que les manifestants descendent dans la rue pour réclamer un changement politique radical. Bonjour Karim Yayaoui. Bonjour. Est-ce que le mouvement peut arriver à ses fins, à un gouvernement composé de technocrates, ou est-ce que le prochain gouvernement sera une façade d'une alliance communautaro-religieuse? Alors, les manifestants ont déjà finalement pas mal obtenu et on pourrait imaginer qu'ils vont vouloir obtenir plus. Alors, vous venez d'évoquer à l'instant la réouverture de ces banques et un calme relatif qui est revenu, mais ça ne signifie pas tout ça que finalement les manifestants jettent l'éponge. Au contraire, ça montre à quel point ils ont réussi à avancer et les mots du président Michel Aoun sonnent en quelque sorte comme une victoire. Il y a quelques heures, ce jeudi, il a expliqué que la formation d'un cabinet compétent et productif était nécessaire. Et finalement, en utilisant ces mots de compétent et productif, il a en quelque sorte suggéré que ceux qui étaient aux affaires avant n'étaient ni compétents ni productifs. Et finalement, c'est une reconnaissance, un aveu d'échec tonitruant. Et en quelque sorte, c'est déjà une victoire importante pour ces manifestants qui, sans doute, aspirent à un changement profond de la société libanaise. Alors, second point qui est une force de ces manifestants qui peut laisser imaginer qu'il va y avoir peut-être des changements profonds dans cette société, c'est que le mouvement, on l'a répété à maintes reprises, dépasse les confessions, dépasse les communautés, dépasse les religions. Et évidemment, tout ça est une force très importante dans un pays où on a souvent vu des blocages justement à cause d'un système politique basé sur ces confessions. Et c'est ce qui fait peur notamment au Hezbollah qui tente de dénigrer, de casser le mouvement. Et finalement, la capacité de ces manifestants, de ces Libanais qui se sont mobilisés ces derniers jours et ces dernières semaines, leur capacité à rester unis au-delà de ces confessions, et c'est ça qui va être finalement l'élément déterminant sur la façon dont vont évoluer les choses. Et évidemment, un certain nombre vont tenter de casser cette dynamique et de raviver peut-être un certain nombre de divisions. L'histoire libanaise. Quel est le jeu de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri? C'est une vraie sortie ou c'est une fausse sortie? Alors c'est un peu les deux, parce que finalement il a été poussé à la sortie par un certain nombre d'éléments. Saad Hariri a compris qu'il était dans une situation extrêmement complexe, qu'il y avait quelque chose qui s'était véritablement cassé avec une partie de la population libanaise. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques jours, le 21 octobre dernier, il avait proposé des choses extrêmement fortes, un véritable feuille de route pour tenter de relancer les choses dans le pays. Juste pour vous rappeler les choses, eh bien, il avait évoqué la baisse de 50% du traitement des ministres, la hausse des impôts sur les intérêts bancaires, un nouveau régime de retraite et de protection sociale. Tout ça sur le papier, c'est extrêmement fort, mais il était en quelque sorte déjà trop tard. Et Saad Hariri l'a compris finalement. Il a pris ses distances parce qu'il ne voulait pas se brûler totalement les ailes, parce qu'on sait que c'est un homme qui est capable de rebondir. Il l'a montré par le passé. Et puis il y a un autre facteur qui a poussé finalement Saad Hariri, qui reste pour l'instant en place pour s'occuper des affaires courantes. Il y a un autre facteur qui l'a poussé à jeter l'éponge, c'est qu'il a voulu à un moment un remaniement qui allait exclure les ministres les plus détestés en quelque sorte. Le problème, c'est qu'un de ces ministres est le ministre des Affaires étrangères, c'est aussi le gendre du président. Et évidemment, cet homme s'est opposé bec et ongle à un remaniement en profondeur. Mais comme je vous le disais, Saad Hariri a cette capacité à rebondir. Et le fait qu'il se soit retiré n'est pas forcément la preuve qu'il va disparaître de l'espace politique libanais, bien au contraire. Alors la crise politique est l'expression d'une crise économique majeure au Liban, aggravée par la corruption. Quelle peut en être l'issue? Alors c'est vrai que cette crise économique, évidemment, est quelque chose qui est central dans cette mobilisation. Et évidemment, on a vu, je viens d'évoquer cette tentative de Saad Hariri d'essayer d'apporter des solutions, en tout cas de faire des promesses qui auraient pu calmer les gens. Eh bien, je pense que du côté des hommes politiques libanais, il y a quand même une prise de conscience de la nécessité de véritablement changer les choses, parce que depuis la fin de la guerre en 1990, il reste des choses véritablement profondément dysfonctionnelles dans l'État libanais. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, il y a les poubelles.
les poubelles, les ordures. Il y a aussi évidemment le domaine de la construction qui est théoriquement une force du pays. Tout ce qui est immobilier, eh bien pour l'instant c'est un système, quelque chose qui est totalement en berne. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais vous en donner un tout simplement. La dette publique du pays, c'est 86 milliards d'euros, soit 151% du PIB, soit plus que la Grèce en 2010. La Grèce qu'on présentait à l'époque comme un État en faillite. Alors il y a eu évidemment quelque chose qui a déclenché la colère des Libanais, c'est cette taxe sur WhatsApp dont on a déjà parlé. Symboliquement, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est un outil que les familles libanaises, même les plus modestes, utilisent pour communiquer. Alors venir taxer ce moyen de communication entre les Libanais, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Finalement, ce n'est évidemment pas ça qui est au cœur des inquiétudes des Libanais, mais c'est quelque chose qui véritablement a mis le feu aux poudres. Et puis il y a des défis énormes qui attendent le pays et auxquels le pays doit déjà faire face, notamment des afflux de réfugiés ces dernières années, notamment en provenance de Syrie. Il faut rappeler que le Liban est exemplaire à bien des égards, notamment dans l'accueil des Syriens, mais aussi des enfants syriens. On a complètement revu le système éducatif pour pouvoir accueillir ces jeunes élèves syriens. Et finalement, on a le sentiment au Liban qu'il y a des capacités extraordinaires, qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais que tout ça est gâché par des hommes politiques englués dans des tractations pour finalement assurer leur survie à chaque nouvelle élection. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse de la situation politique au Liban. Merci à vous.